Aujourd'hui nous allons parler de One Piece comme tous les jeudis soirs, très tard. Et donc dans ce chapitre-ci, Oda nous offre donc encore une fois une belle petite surprise par rapport à Jack. Bon, c'est vrai qu'en rigolant, je l'avais dit la semaine passée, ouais ce serait marrant qu'en fait Jack ce soit le genre de mec qui dise à chaque fois je fais un truc et en fait qui force son coup. Hein, et j'ai l'impression qu'on est en train de se diriger vers un truc comme ça, mais non, enfin je déconne un peu. Bref, en tout cas dans ce chapitre nous avons donc Zunisha qui était en train de gueuler genre ah putain il y a quelqu'un qui m'attaque. Et évidemment c'était Jack et on pouvait se douter qu'il allait faire un truc de malade puisque évidemment Jack, même s'il est assez énorme, comparé à Zunisha, je veux dire, c'est un moucheron. Et là on voit qu'en fait le gars utilise donc son bateau et utilise donc des boulets de canon, si j'ai bien compris, pour blesser en tout cas Zunisha, histoire de le mettre un peu à genoux, histoire ensuite d'exploser sa gueule, puisque évidemment Zunisha donc aura sa tête qui se rapproche de l'eau et donc évidemment de Jack. Le fait est que donc le cri de Zunisha est entendu par Luffy et par Monosuke. Et donc du coup ce n'était pas la stèle, le poneglyphe donc qui les appelait, enfin c'était pas un objet qui avait une voix, mais donc c'est effectivement Zunisha qui hurlait et qui demandait surtout l'autorisation de répliquer. Et donc on apprend qu'en fait Zunisha était en quelque sorte condamné, on ne sait pas vraiment par qui ni quand exactement, mais j'imagine que ça fait déjà des siècles, hein, certainement datant du siècle oublié, et donc il est condamné à errer évidemment dans cette mer. Et le fait est que justement Luffy peut l'entendre mais ne peut pas donner d'ordre en quelque sorte. Il a demandé, il a posé des questions etc. Mais Zunisha n'a pas vraiment répondu. Le fait est que justement Monosuke lui au contraire pouvait entendre c'est sûr, mais avait on va dire cette avait le pouvoir, allez pas le pouvoir mais l'ordre que lui a donné Monosuke clairement est le pouvoir, enfin est un pouvoir qui visiblement est un truc inné à sa position de fils du clan héritier du clan Kuzuki, qui lui a permis de lui donner un ordre donc à Zunisha. En plus c'est Monosuke qui a réussi en quelque sorte à fusionner un peu la vision de Zunisha avec la sienne de la même manière qu'un Rinnegan dans Naruto, et justement il a pu prévenir donc les autres que c'était Jack etc. Donc Luffy a pu entendre mais pas pu répondre, Monosuke lui a pu entendre et répondre. Et justement je sais plus si c'était Inu ou Neko qui avait dit ça, enfin peu importe, mais qui avait dit donc que par le passé justement avec Goldie Roger et avec Oden, le seigneur Oden, il s'était passé la même chose, sauf que eux ne pouvaient pas du tout discuter. Ils pouvaient entendre la voix mais ne pouvaient pas discuter comme Luffy justement. Et donc, je veux dire, si effectivement Zunisha par le passé a été condamné, j'imagine qu'il a été donc condamné par le clan Kozuki, la branche Kozuki, la famille des dés en quelque sorte, mais une branche Kozuki. Parce qu'en soi, vous savez, Luffy, Soul, tout ça, ils ont beau avoir le dé dans leur nom, ils ne viennent pas forcément de la même famille. Je pense qu'ils viennent plutôt genre tous d'un même royaume. Vous savez, dans un même royaume, ils sont pas forcément tous des liens de sang, vous voyez. C'est comme dans le royaume d'Alabasta, vous voyez, c'est comme si tous ceux d'Alabasta, ils avaient, je sais pas, la lettre A dans leur nom. Ils ont pas forcément des liens de sang, mais c'est pour marquer leur appartenance à un royaume. Et tous ceux qui ont les D en leur nom, à mon avis, c'est ça, ils font partie, donc c'est assez clair en même temps. Il y a des liens de sang, évidemment, genre la ligne des Monkey D, ok, mais ceux qui ont le D n'ont pas forcément tous le même... n'ont pas forcément tous donc le même lien de sang très proche. Ils font surtout partie de familles qui ont autrefois appartenu à au même royaume, je pense. C'est comme ça que je vois plus ou moins les choses. Ouais, parce que sinon on aurait un inceste, hein. Enfin, non, attends, pas un inceste. Je sais plus si la mère de Ace avait le D aussi, donc c'était Portgas rouge, mais je sais pas si c'était Portgas dit rouge. À mon avis ça doit être ça, parce que bon son père c'est Goldie Roger, à mon avis donc c'était, je crois que sa mère effectivement avait un D. Enfin sinon ça ferait un inceste déjà, mais bon un inceste très loin, mais soit. Donc je pense effectivement donc qu'ils viennent du même royaume, et donc c'est vraiment le D marque l'appartenance à un royaume, mais pas vraiment une famille d'une même branche, voilà. Et donc Monosuke lui pouvait le faire, et pas son père. Donc pourquoi? Parce que si effectivement c'est la branche des Kuzuki qui a enchaîné Zunisha justement, enfin qui a entraîné Zunisha à errer dans les mers, et bah, techniquement ce serait la même famille qui aurait aussi le pouvoir de le libérer. Donc Oden aurait pu donner des ordres à Zunisha et discuter avec lui, mais ça n'a pas été le cas. Et ça a été Monosuke. Pourquoi lui? Alors est-ce que c'est parce que c'est le dernier héritier, ou serait-ce parce qu'à l'époque de Oden n'était pas le dernier héritier, genre en fait il y avait déjà Momonosuke. Et donc c'est en gros une sorte de truc qui passe à travers, on va dire avec le temps, et en gros justement Oden ne pouvait pas ordonner à Zunisha de faire quelque chose parce qu'il n'était pas l'héritier à ce moment-là, il y avait peut-être un autre héritier à l'époque ou un truc dans le genre. Et Momonosuke lui peut parce que c'est l'héritier ultime tu vois du truc. Enfin je vois ça plus ou moins comme ça, maintenant au niveau de temporalité je sais pas si ça colle, mais c'est l'idée que j'avais. Et donc... on apprend aussi que Zunisha a été condamné parce qu'il a fait quelque chose de mal par le passé ou un truc comme ça. On ne sait pas quoi exactement, mais il a fait quelque chose. Et justement, ça m'a rappelé un truc, moi qui jouais à God of War, enfin, j'ai joué à God of War il y a longtemps sur PlayStation 2, ça m'a rappelé Chronos, un titan. Vous savez, dans toute la mythologie grecque, il y avait Chronos, donc le père de Zeus, qui à la base donc avalait ses gosses de peur que ceux-ci en fait le tuent.
parce que à la base, ses enfants devenaient super intelligents, super forts, il avait peur en fait qu'ils se retournent contre lui. Du coup, il avala tous les gosses à la naissance, sauf Zeus qui a réussi à s'en échapper. Et après, il y a eu une grande guerre entre les titans, dont justement Chronos faisait partie, et les autres dieux, genre Zeus, Hadès, etc. Et à la fin de la grande guerre et tout, Chronos a été condamné par Zeus à porter le temple de Pandore sur son dos et à errer dans le désert jusqu'à ce que justement le sable déchiquete sa peau, etc. Donc il a été condamné à porter un temple sur son dos. Et ça me rappelle beaucoup Zunisha. C'est un éléphant géant, ok, qui porte sur son dos, voilà, Zo, enfin le Zo, quoi, la civilisation Zo sur son dos, une civilisation antique avec carrément le poneglyphe dedans qui le protège, comme le poneglyphe qui peut être faire un parallèle avec la boîte de Pandore qui se trouve justement dans le temple de Pandore. Et Zunisha est condamné à errer dans les mers comme Chronos lui est condamné à errer dans le désert. Et en même temps c'est drôle justement que dans la mythologie ce soit genre Zeus qui essaie de bouffer ses gosses, et là c'est Zunisha qui pète la gueule à Jack qui lui a bouffé le fruit du démon préhistorique, ou antique m'importe, du mammouth. Le mammouth, éléphant, il y a un lien comme père et fils. Bon évidemment il n'y a pas de lien entre Jack et Zunisha c'est sûr, mais je pense qu'il y avait peut-être un parallèle à trouver là-dedans. Je trouve ça intéressant. Et donc est-ce que Zunisha aurait-il essayé par le passé de manger ses semblables, un truc comme ça, j'en sais rien. Mais on voit que c'est une créature donc déjà qui vit depuis très longtemps, on voit qu'il a une certaine force. On voit pas comme ça quand on regarde sa tête, Zunisha fait un peu peur, mais je pense que c'est surtout à cause de l'âge. Je veux dire, quand on regarde comme ça, on pourrait dire c'est vrai que c'est un méchant éléphant. Mais qu'a-t-il pu faire? Ça, je sais pas du tout. Peut-être s'est-il retourné contre le royaume des dés, ils ont tous condamné à faire un truc, et voilà. D'ailleurs, mais comment ça se fait qu'il est condamné en soi? Ça fait genre 1000 ans. S'il désobéit, qui va le faire chier? Vous comprenez? Donc peut-être c'est donc une sorte, soit c'est par respect pour ce qu'il a fait, genre il a compris qu'il a fait une connerie, et donc dans sa tête, il ne peut lui-même pas refuser de suivre de poursuivre sa condamnation. C'est-à-dire en gros il y a une sorte d'honneur en lui, et il peut pas refuser. Soit il y a une sorte d'enchantement ou de vraie malédiction comme ça, qui s'est abattue sur lui, et du coup il peut pas refuser, il peut pas s'échapper de ce truc-là. C'est pour ça carrément il supplie presque Monosuke de lui donner un ordre, genre autorise-moi de répliquer, etc. Et genre au bon moment justement il l'autorise, et là donc Zunisha se défend et pète la gueule à Jack. Et là on en vient au second point qui est Jack. Alors Jack, je sais, j'ai déjà vu des réactions par-ci par-là pendant que je lisais le chapitre, que oui, Jack il déçoit parce qu'apparemment il s'est fait baiser, il a pas eu le temps, il a 1 milliard de berry, mon cul il s'est fait exploser. Il faut remettre les choses dans son contexte. Jack, déjà de 1, bon, outre sa prime d'1 milliard de berry, faut savoir c'est le bras droit de Kaido, ou bras gauche, peu importe, en tout cas c'est pratiquement un des meilleurs hommes de Kaido. Il revient déjà d'un combat qu'il a perdu contre Sengoku, Fujitora, bon je vais pas compter Tsuru, mais déjà ces deux-là, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Les mecs ils ont combattu, surtout Sengoku, à l'époque de son âge d'or, il a combattu à côté des plus grands pirates, à côté des plus grands marines, mais contre les plus grands pirates du monde à l'époque. Donc c'est pas une merde. Fujitora, c'est un amiral, quoi qu'il en soit, c'est un amiral. Et donc c'est normal que Jack revienne déjà ultra blessé, mais il a survécu, mais il est quand même blessé, il est allé tête baissée, mais il est blessé. Et il s'attaque là à Zunisha, qui est une créature d'une taille géante, mais une taille géante plus grande, je crois, que la taille des rois des mers, pratiquement, hein, pratiquement. Donc c'est pas de la merde. Et ce Zunisha, c'est une créature ancienne mais qui a l'air relativement puissante. En plus c'est un éléphant avec une trompe d'une taille comme ça, donnée de toutes ses forces. Physiquement parlant, je doute même, je vous jure, je doute même qu'un Luffy Gear 4 arriverait physiquement à repousser cette attaque. Je rappelle que le Gear 4 a été développé pour combattre justement les animaux de la forêt dans l'île où il s'entraînait. Et il avait combattu des gorilles géants, etc. Des gorilles qui n'avaient pas du tout la même taille que Zunisha. Et certainement pas la même force physique. Vous comprenez? Donc j'aimerais qu'il faut remettre un peu le parallèle là-dedans. Que oui, ok, niveau vitesse, évidemment, Zunisha arriverait peut-être pas à toucher le truc, mais Jack, on me dit pas, ouais, mais il est lent, il a pas réussi à esquiver. Bon, déjà, esquiver où? Il y a la mer autour, et il est sur un bateau. Et donc du coup, le navire et Jack lui-même se fait exploser. Donc mauvais calcul de la part de Jack, qui pensait que justement l'animal était un peu inoffensif, je pense que sinon il aurait pris d'autres précautions. Et donc il s'est fait exploser. Mais c'est pas du tout un manque de respect pour Jack. Parce que vous savez, il y a pas longtemps, j'ai fait une review de Fairy Tail où là j'ai gueulé parce qu'un personnage était ultra stylé, il arrive et il se fait baiser rapidement pour une connerie. Là, c'est pas la même chose. Là, c'est justifié. Là, il a perdu contre quelque chose qui était physiquement déjà plus fort que lui, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Et en plus de ça, Jack était déjà blessé. Vous voyez, donc lui-même, je pense pas qu'il aurait pu faire grand chose qui aurait pu contrecarrer totalement cette attaque. Et en plus de là, bon, il a beau été mis hors course pour l'instant, on ne sait pas encore s'il est totalement mis hors course. Bon, visiblement ça va être le cas, ce qui permet justement une transition dans les autres arcs plus facile, et donc on n'aura pas de combat contre Jack tout de suite. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà, il faudra attendre. Mais bon, on a l'habitude, je pense, avec One Piece, d'attendre justement des bons trucs arriver par la suite. Et donc justement le chapitre se termine avec après Luffy qui est donc très content et qui veut manger évidemment après tout ce bordel, et donc la suite se prépare pour justement pour les autres arcs justement à s'enchaîner. Et justement on a eu, donc il y a un article il n'y a pas très longtemps, et bon, bah, vous avez été nombreux à m'envoyer un message là-dessous,
un message là-dessus, pardon, concernant donc une annonce, ouais, il y aura l'arc de Luffy contre les Yonko. Et déjà, je comprends pas en fait pourquoi vous avez été si nombreux à vous exciter là-dessus, parce que je veux dire, c'est assez évident. Je veux dire, que Luffy affronte Barbe Noire, ça allait arriver tôt ou tard. Que Luffy affronte Big Mom, putain mais là on se dirige vers le truc. Que Luffy affronte Kaido, ben ça j'ai rien à dire. Que Luffy affronte Shanks, ça encore c'est à rediscuter. Mais même le titre qui s'appelle Contre les 4 Yonko, je pense que même si ça s'appelle, si un l'arc général s'appelle Contre les 4 Yonko, ça ne veut pas forcément dire que Luffy va affronter tous les Yonko en combat singulier. Kaido c'est obligé, Barbe Noire c'est obligé, Shanks j'en doute. Je pense que Chang va surtout mourir, mais je vais surtout expliquer ça pourquoi après. Et contre Big Mom, ça, je suis pas certain. Je pense que Luffy va surtout se frotter peut-être aux meilleurs hommes de Big Mom sans vraiment l'affronter. Parce qu'en soi, si Luffy combat Big Mom et gagne contre Big Mom, je veux dire, d'un côté, il aura gagné déjà le respect du monde entier. Et je pense que s'il doit gagner le respect du monde entier, je veux pas qu'il le fasse avec Big Mom. Vous allez me dire, je suis un peu méticuleux, je suis un peu casse-couille sur ce genre de détails, mais si Luffy doit être reconnu dans le monde entier pour avoir battu Yonko, je veux vraiment que ce soit Kaido. Donc Big Mom en plus, c'est pas qu'il m'intéresse pas, mais je veux dire, si vous préférez voir un combat entre Big Mom et Kaido, je préfère encore soit Kaido. Et en plus de ça, ça permettrait justement une progression, un truc progressif. C'est-à-dire contre Big Mom, il va affronter les meilleurs hommes dans l'arc qui va arriver, il va peut-être buter le bras droit, allez, voilà. Et donc on se dit, ok, Luffy, il a minimum le niveau d'un bras droit de Yonko, voilà. Donc voilà, il progresse, il y a un arc et tout. Après il arrive à Kaido, qui est justement le Yonko lui-même. Et donc là on se dirait, ah ben, après avoir chopé le niveau des bras droits Yonko, il a maintenant le niveau d'un Yonko. Voilà, vous savez, c'est progressif. Donc Big Mom serait l'arc qui permettra à Luffy, d'un côté, qu'on sente qu'il y a une progression, hein, au niveau de sa force. Là il a battu un des plus puissants chez Shichibukai avec Mihawk. Mais Mihawk, je pense, est encore au-dessus, évidemment. Et là il va battre donc un des bras droits de Big Mom, il va aller au-dessus, le niveau dessus, c'est Kaido, le Yonko. Donc vous voyez, une progression comme ça va. Pourquoi je pense donc qu'il va pas combattre Shanks? Parce que je pense que Shanks va déjà avoir, va avoir des trucs à faire. Parce qu'avec la fin de ce chapitre-ci, nous avons donc un message comme quoi la communication avec Jack a été coupée, et on voit un Denden Mushi qui parle. Et là, il est évident que le Denden Mushi qui parle, c'est Apu Scratchman. Et justement, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était justement, il était avec Kid et Basil Hawkins, face à face avec Kaido. Et on s'est dit, ils vont combattre, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on voit qu'il dit, Seigneur Kaido, je vous informe, blablabla, bref. Et donc, ça sous-entend que Scratchman a rejoint Kaido. Donc, je pense qu'effectivement, des trois, Kid, Basil Hawkins donc, et Scratchman, Apu, donc Scratchman Apu, a rejoint Kaido. Et d'un côté, c'est intelligent de sa part, il va pas combattre putain Kaido comme ça, ils ont beau être trois capitaines de la pire génération avec des primes de 400 millions, rapprochant des 400 millions presque, ça veut pas dire qu'ils vont pouvoir battre à 3 un Yonko, surtout Kaido. Donc, qu'il rejoigne Kaido en disant pardon, ouais, je sais pas quoi, je vous rejoins, acceptez-moi, à l'aise. Surtout que les trois avec pour but de faire tomber Shanks et faire tomber un autre Yonko, je veux dire Kaido, tant mieux, je veux dire ça le dérange pas. Alors pour Basil Hawkins, je le vois aussi rejoindre et être intelligent et rejoindre Kaido en faisant genre un truc genre les probabilités de survie avec Kaido sont à 80%, voilà, allez, je te rejoins. Voilà, une connerie comme ça. Kid, c'est vrai que je le vois mal aller genre faire ouais je vous obéis Seigneur Kaido, surtout dire Seigneur Kaido. Je le vois pas faire ça. Kid, je le vois vraiment le mec un peu comme Luffy, le mec un peu taré qui refuse d'être sous les ordres de quelqu'un. Avoir des collaborations et tout ça, on voit déjà que c'est limite hein, avec Scratchman et Basil Hawkins, ça faillit partir en gangbang explosif. Donc logiquement, je pense que le mec a certainement dû s'enfuir ou quoi parce qu'il y a une case comme ça. Une case comme ça où justement on voit comme des barreaux et j'arrive pas à voir la qualité mais j'ai l'impression qu'on voit quelqu'un qui s'est fait péter la gueule. Donc je sais pas si c'est Kid ou si c'est autre chose parce qu'on dirait qu'il y a des débris comme Kid il a un bras mécanique etc. C'est peut-être ça. Ou alors Kid s'est échappé, bon évidemment il est pas mort c'est clair, mais il s'est fait donc péter la gueule et il s'était enfui. Donc au niveau des Yonko on voit déjà donc Scratchman et peut-être Basil Hawkins qui ont rejoint Kaido comme justement X-Drake. On a la faction Luffy avec déjà Law qui l'a rejoint. Big Mom où il y a Capone Gangbechi, il manque juste Uroge qui bon il n'était pas très loin de Kaido non plus. Hein. Il y a aussi Jewelry Bonnie, peut-être faisant partie de la faction Big Mom. Hein. Et voilà, donc je pense que pour le reste, je pense qu'il est difficile de se prononcer. Il est difficile de se prononcer. Donc, je trouve intelligent de la part de Scratchman d'avoir rejoint Kaido. En plus de ça, ça permettrait peut-être de futurs affrontements entre justement les supernovas, même si on va dire que je préférais plutôt voir des persos, des personnages qui un peu nouveaux. Mais d'un côté, c'est vrai que j'aimerais aussi les voir combattre, hein, les supernovas, je veux dire, on les introduit et tout, c'est pas pour non plus pour jamais vraiment les voir combattre sérieusement. Mais d'un côté, il faut pas non plus qu'on mette de côté l'équipage lui-même Kaido, qui doit sûrement être intéressant, etc. Donc voilà. Bon, c'est un peu ce que je voulais dire. Et donc pour revenir à Shanks, donc l'homme qui va mourir selon moi, c'est parce que vous savez, dans les shonen d'habitude, le roi de shonen a toujours une figure paternelle, un mentor, un maître, etc. Et de manière générale, dans les anciens shonen pas trop, mais dans cette nouvelle génération de shonen, de manière générale, on va dire, on a souvent donc cette figure du mentor, du maître, du sensei, enfin du soi-disant père, qui meurt,
qui face à l'ennemi ou d'une manière ou d'une autre face à quelque chose qui représente donc, qui est censé être du côté des antagonistes, et qui donc permet aux héros de shonen de se dépasser et justement de représenter la vraie génération. C'est un peu comme dans Naruto, vous voyez l'ancienne génération qui laisse place à la nouvelle. Bon, c'est plus ou moins cette idée-là. Mais vous savez, c'est comme ça, vous avez un mentor qui parfois disparaît, bon, peut-être pas souvent mourir, mais en tout cas qui disparaît d'une manière ou d'une autre, pour permettre justement au héros de lui briller. C'est une logique qu'il y a souvent dans les shonen. Et Shanks, ou Dragon, un des deux, mais je vois surtout Shanks, comme ça, mourir, je vois donc les deux mourir, ou un des deux mourir en tout cas, mais je pense que ce sera les deux, pour permettre à Luffy pas de progresser, vous voyez, mais c'est difficile, c'est une question de symbolique. C'est une question symbolique, vous voyez, je sais pas, c'est pour dire au héros qu'il doit avancer, aller plus loin que Shanks, dépasser le Yonko, dépasser son père le révolutionnaire, aller plus loin. Son père va certainement, Dragon va certainement mourir pour passer le flambeau à Sabo, évidemment, qui va représenter, j'ai dit, la faction révolutionnaire, nouvel ordre mondial. Il y aura Kobe déjà qui va reprendre le flambeau, volonté, etc. Des bons marines à la garpe, hein. On aura une révolution au niveau de la marine. Et même du monde des pirates, Luffy va apporter sa vraie révolution lui en devenant le nouveau seigneur des pirates. Le nouveau Kaizoku Oni. Et donc, je pense que Shanks donc, est voué à un moment donné à mourir. Et donc de ce fait-là, voir Luffy affronter Shanks, je pense pas. En plus, le mec, quand on lui a posé la question, quand Law lui a dit, ouais, quand Luffy avait dit, pardon, excusez-moi, quand il y avait la question donc de faire tomber un Yonko, Luffy a dit tant que c'est pas Shanks, ouais, ça va. Bon, alors après, suivant les traductions, parfois ça varie. À un moment, c'est tant que c'est pas Shanks en premier, ça va. Tant que c'est pas Shanks, ça va. Voilà. Donc ça varie. Mais en tout cas, il a dit, je veux tous les faire tomber. Et il montre 3 doigts. Je veux les faire tomber. Il montre en montrant 3 doigts, je crois, ou un truc en montrant 3 doigts, je crois un truc comme ça. Sous-entendant qu'il veut faire tomber en tout cas Big Mom, Kaido et Barbe Noire. Et en omettant Shanks aussi. Mais je vois mal, de toute façon, Luffy péter la gueule de Shanks. Et puis de toute façon, Luffy n'a pas forcément besoin de péter la gueule à tous les Yonko pour devenir le seigneur des pirates. Bien sûr que ce serait mieux. Bien sûr que s'il avait l'occasion, il le ferait. Mais est-ce que c'est une route obligatoire pour lui? Pas forcément. Pas forcément, je veux dire, c'est pas pour rien qu'il s'est enfui sur l'île Chabondi, il s'est pas enfui pour rien, il n'est pas resté en faisant non, on doit absolument les battre et tout. Luffy a aussi un sens des réalités. Et bien que, évidemment, il est assez taré et qu'il se lance à fond dans le danger, il est de plus en plus conscient qu'il a des limites et qu'il parfois il est face à des personnages qu'il ne peut pas vaincre. Mais il a de plus en plus souvent maintenant, depuis Nouveau Monde, il arrive à oublier cette limite. Notamment contre Fujitora, il s'est énervé, il a fait voilà, si je suis pas capable de les battre, je deviendrai de toute façon jamais Seigneur des Pirates. Et c'est sûr qu'au moment où il devra devenir Seigneur des Pirates, Luffy aura le niveau pour vaincre tous ces enfoirés. Ça c'est sûr. Mais alors qu'il est, il n'en est pas encore capable. Et c'est pour ça que je pense que d'ici là, d'ici le moment où il rattrape le niveau de Kaido, Shanks sera mort. Enfin, Shanks va mourir dans plus ou moins la même période. Vous voyez? Parce que de toute façon, la dernière fois, quand Barbe Blanche, par exemple, était en train de combattre la marine, Kaido en a profité pour faire un move histoire de le baiser. Et donc c'est un peu logique que s'il y a une guerre contre Kaido, d'autres Yonko vont aussi bouger le cul pour les baiser. C'est un peu normal. Donc si Kaido est super occupé, tout le monde va se mêler à ça. C'est tout à fait logique. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire concernant donc ce chapitre, avec une cover aussi intéressante où il y avait Carotte, où il y avait d'autres Minkmen, mais ça ne s'entend pas forcément qu'ils vont venir les accompagner, hein. Je pense que c'est surtout parce qu'ils étaient assez stylés, ils étaient assez cool, donc ils les ont inclus dans cette magnifique cover avec un style un style classique japonais comme ça, presque comme les kabuki. Et c'est tant mieux. Bref, aussi d'ailleurs un petit truc à préciser avant que j'oublie, certains diront que peut-être Jack va mourir parce qu'il est tombé dans l'eau, mais bon, la dernière fois que Jack a attaqué le bateau où se trouvait Doflamingo, il y avait aussi la mer et il a quand même survécu. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre il va être sauvé, peut-être ceux qui n'ont pas un fruit du démon vont le porter ou un truc comme ça. Donc il y a certainement moyen de le sauver, ça c'est pas un souci. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez concernant donc ce chapitre, j'ai dit un peu tout ce que je voulais. Donnez-moi votre avis, éventuellement likez la vidéo s'il y a des idées qui vous ont plu, éventuellement, je sais pas. C'est des trucs que j'ai oublié de mentionner. N'hésitez pas à le dire aussi, histoire de discuter aussi avec un peu tout le monde. C'est super cool de partager un peu les idées avec les autres. Alors, j'ai pas parlé du film One Piece, c'est vrai. Il y avait un trailer qui était sorti avec ce nouveau méchant qui, personnellement, m'inspire pas trop. Mais j'apprécie en tout cas le style de l'animation qui est magnifique. Qui donc a le fruit du démon, qui permet de tout se transformer en or, un truc comme ça, qui rappelle beaucoup la légende de Midas, où le mec transformait aussi les gens en or, carrément, ce qu'il fait justement dans la vidéo. Et d'ailleurs, on voit que ça me rappelle beaucoup un autre film de One Piece à un moment donné, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était le 5 ou quoi, enfin peu importe, où justement les amis de Luffy étaient, je crois, emprisonnés ou dans une sorte d'arbre, ils étaient figés, un truc comme ça, ou absorbés dans une saloperie et Luffy était en train de chialer, presque comme dans Chabondi, que ses amis étaient presque morts, un truc comme ça, ça me rappelait beaucoup ça. Et on voit aussi Akainu, etc., mais je pense pas qu'il va avoir une implication importante, on va le voir autant qu'on a vu Kizaru dans l'arc Z, peut-être, on va... Non, allez, peut-être pas autant, voire moins que ça je pense. On va le voir peut-être vite fait en train de dire voilà ce type là il est dangereux, etc. Histoire qu'on voit qu'un grand Manitou de la marine carrément dit que ouais ce type est dangereux, histoire d'en rajouter et de donner une aura à ce méchant pour que le fils justement le batte et que ça paraisse cool. Mais en soi comme j'ai dit ce méchant m'inspire pas trop. Même les hommes de main m'inspirent pas tellement, ils ont la gueule typique je trouve des personnages dans les films.
Leur design, leur visage me rappelle beaucoup ceux des anciens hommes de main dans les films, surtout au niveau féminin. Maintenant, ce n'est qu'une première impression, le film va peut-être me plaire, certainement me plaire, mais en général les derniers films One Piece m'ont vraiment plu, les 3 derniers m'ont plu, donc celui-là va certainement me plaire. Surtout qu'on a vu dans le trailer aussi des personnages genre Héraclès, il traînait un peu au fond, est-ce que ça veut dire qu'on va les revoir de manière, vraiment, on va vraiment les mettre en avant? Je pense pas, je pense que c'est surtout un gros clin d'œil pour dire que n'importe qui dans le monde se trouve dans cet endroit, hein, qui est donc une sorte de pays casino comme ça, qui est indépendant on va dire, hein, qui est indépendant, mais c'est un peu normal vu que le Big Boss peut tout transformer en or, donc niveau fric, il n'y a pas besoin des autres. Et on voit, ils ont tous une tenue en cuir comme ça, comme s'ils allaient s'infiltrer. Mais voilà, moi je trouve leur design super cool, l'animation est super cool, la musique évidemment va être somptueuse, j'imagine. Hein, bon, ça en même temps c'est pas un souci. L'histoire, j'ai hâte de voir ça, surtout que j'espère qu'il y aura un lien avec l'histoire, la trame principale. Hein, de la même manière que Golchki et que Z en soi sont des personnages canons. Ils font partie du manga, mais le film ne l'est pas. Eh ouais. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui se passe dans le film Z et dans le film Shiki ne s'est pas produit dans le manga. Mais les personnages, eux, existent. Zephyr existe dans le manga, et Golchki aussi existe. Mais les événements dans les films ne se sont pas produits. Parce que déjà, Zephyr, il n'y a pas de Gear 4, excusez-moi, mais c'est quoi cette merde? Voilà, c'est... Bon, vous allez me dire, c'est un peu normal, ça n'avait pas encore été présenté à l'époque, mais ça crée déjà alors une incohérence, vous voyez. Mais bon, évidemment, on aimerait tous que Zephyr ait techniquement, vraiment, officiellement, tout à fait existé, enfin, l'histoire. Mais c'est pas le cas. Mais le personnage, heureusement, existait. Et tant mieux parce que Zephyr aurait vraiment mérité apparaître dans le manga. Comme Golchki, en fait, hein, ça aurait été cool. Voilà, donc sur ce, les gens, je vous laisse. On se retrouve donc la semaine prochaine. Donnez-moi votre avis, comme j'ai dit, déposez un petit commentaire. Voilà, je suis content, en tout cas, de revenir dans le bercail parce que j'étais resté à Paris et tout. Et je suis enfin revenu, j'en parlerai ce week-end dans le prochain Parlons beaucoup, parlons bien. Voilà, passez une agréable semaine, les gens. Ciao, ciao. Zoom.